I'm Solange Mudahogora, the ICN National Program Manager. On behalf of the ICN, I would like to welcome everyone to today's webinar. J'aimerais vous présenter brièvement le réseau de coordination de conseils. Le RCC est une coalition regroupant les 8 conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale. Ces conseils luttent pour la promotion de la justice sociale et du changement social à travers le monde. Elle représente plus de 350 organisations de la société civile diverses à travers le pays, d'un océan à l'autre. Les conseils sont des leaders dans l'engagement du public et le réseau offre une plateforme nationale qui permet aux conseils de collaborer pour améliorer leur efficacité et identifier des priorités communes en matière d'action collective. Pour en savoir plus sur le travail du réseau, veuillez consulter notre site web ou nous suivre sur les médias sociaux. Elle est une leader dans le domaine de l'impact social, une chercheuse et une militante pour l'équité des genres et la justice sociale à l'échelle mondiale. Elle est actuellement chargée de l'impact social chez Shopify, où elle mène des programmes d'éducation pour les jeunes sous-représentés dans les domaines de la technologie et de l'entrepreneuriat avec des partenaires du monde entier. Avant de se joindre à Shopify, elle a occupé des postes de direction chez Elevate et YMCA Canada. Elle est également membre du comité consultatif du réseau Avenir Égalitaire et du Reach Alliance. Sydney a présenté ses travaux sur l'équité des genres dans plusieurs forums internationaux, notamment la Commission des Nations Unies sur les statuts des femmes, la conférence Women Deliver, la conférence de l'Union interparlementaire pour les jeunes parlementaires et RightsCon. Elle apporte une perspective féministe intersectionnelle à tous ses travaux, inspirée par son fier héritage afro-antillais. La parole est à vous, Sydney.
Je vais passer la parole à Karine maintenant. Je vais répéter la question en français. Quelles lacunes croyez-vous que les technologies émergentes pourront nous aider à combler dans notre travail en coopération internationale? Merci beaucoup de me passer la parole. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je pense que ce qu'a dit le précédent intervenant, Nelson, sur notamment le renforcement des droits humains, la documentation d'abus de droits humains est très certainement quelque chose que les technologies émergentes peuvent aider. Euh, Aussi parce que ça donne la possibilité à des personnes d'avoir un impact direct à propos avec leur téléphone notamment et de s'autonomiser par rapport à la documentation de leur abus de droit. Ça, c'est la première des choses. Donc, une autonomisation, je dirais aussi que fluidité, pardon, j'allais le dire en anglais, une fluidité des interactions sociales qui se trouvent facilitées. On l'a vu notamment avec la pandémie où on a très lourdement été dépendant de ces nouvelles technologies-là. Donc ça, c'est quelque chose qui amène énormément de progrès. Aussi, je travaille beaucoup avec des communautés autochtones, en collaboration avec des communautés autochtones, et on voit que la technologie, notamment, permet d'avoir des interactions qui tiennent compte du contexte culturel ou du contexte langagier, donc une adaptation des outils en fonction des langues. On pourra reparler après sur l'intégration d'épistémologies qui sont différentes de l'épistémologie dominante, ça c'est une autre chose, mais déjà en termes de tenir compte du contexte culturel, du fait de la dématérialisation des interactions que cela permet, c'est quelque chose qui est très important. Et ça rejoint aussi des communautés qui sont géographiquement, on va dire, beaucoup plus situées beaucoup plus au nord. En anglais, on dit remote, et je suis désolée pour le franglais, mais des communautés éloignées, pardon. Voilà. Et en fait aussi, ce qu'on voit, notamment dans le courant des droits humains, c'est énormément de réseautage, non seulement au sein d'une situation dans un pays, mais aussi à l'international, où il est possible de se passer des informations et de partager de l'information beaucoup plus facilement. Après ça, on pourra voir quels sont les enjeux qu'il y a en arrière de ce partage d'informations, puisqu'il y a un coût à tout. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Karine. Michel, j'ai vu un petit peu des réactions ici aussi. Avez-vous des idées sur ce sujet? Ben, d'abord, bonjour. Merci aussi de m'avoir invité. Je suis toujours heureux d'être dans ce réseau dans lequel j'ai navigué quand même une bonne partie de ma carrière. Donc, je voudrais juste commencer par saluer les gens de l'ACOSI, avec lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui sont peut-être ici, sûrement ici, je l'espère. OK, donc quelles sont les lacunes que les nouvelles technologies peuvent combler? Ben, évidemment, on a parlé de réseautage, hein. Je pense que c'est une des lacunes importantes. On a besoin de communiquer davantage les uns avec les autres. Les nouvelles technologies permettent ça. Ça vient quand même avec un coût. Je pense que Karine allait en parler, mais un des coûts tout de suite qui me saute aux yeux, c'est celui de l'utilisation de technologies qui sont dominantes et avec lesquelles on n'est pas tellement en sécurité. On ne sait pas si nos données seront monétisées, avec quelles intentions on a besoin de collecter autant de données. Donc, nous, dans le travail qu'on fait, on fait beaucoup de développement de nouvelles technologies pour offrir des services qui sont similaires, oui, mais qui ont des principes qui respectent les gens qui les utilisent, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes qui n'ont pas d'intention commerciale, qui ne visent pas justement donc à nous rendre riches et heureux, mais à rendre du service aux organisations de la société civile. Je vais donner un exemple très concret. On a été très impliqués dans les dernières 18 mois en Ukraine. Comme beaucoup de monde, on s'attendait à ce que la situation là-bas fasse que l'Internet ne fonctionne plus, hein. On s'attendait à ce que des missiles tombent sur des fournisseurs de services Internet, sur des lignes, en fait, toutes sortes de choses comme ça. L'Internet ukrainien est de loin plus résilient que l'Internet canadien. Ici, on a 3 ou 4 fournisseurs. Là-bas, il y en a plutôt autour de 4000. Donc, d'en perdre un n'a pas créé cette situation-là. Mais quand même, pour s'y préparer, nous, on avait créé des serveurs municipaux
autonomes qui fournissent des services, toutes sortes de services de connectivité qui sont nécessaires maintenant au genre de travail que les organisations de la société civile font et qui allait permettre dans une situation où l'Internet, par exemple, international allait être coupé, parce que si on envoie un message à Kiev d'une rue à l'autre ou d'un quartier à l'autre, ça n'a pas besoin de passer par Montréal ou Londres ou New York. Ça peut rester local et être efficace et permettre aux gens de communiquer. Donc, on a installé à ce moment-là des serveurs dédiés, locaux, ça a été extrêmement efficace dans une dizaine de villes et ça nous a même permis de penser que ce genre de service-là pourrait être aussi intéressant pour d'autres organisations dans d'autres pays. Et on a lancé donc un programme dans ce sens-là. Donc, oui, la technologie permet beaucoup de choses, dont le réseautage. Il faut faire quand même attention aux genres de technologies et aux gens qui sont derrière ces technologies-là, aux entreprises qui sont derrière ces technologies-là. Peut-être une autre chose que j'aimerais dire, mais je ne sais pas si c'est pour une autre question, mais je pense que c'est important de le mentionner chaque fois. Moi, dans le cadre de mon travail, on est beaucoup sollicité pour faire de la formation aux nouvelles technologies, notamment sur les questions de sécurité, hein. Les gens sont souvent ont peu de compétences ou de connaissances quant au risque, vont transmettre beaucoup de choses. Et puis, dans le milieu de la solidarité internationale, c'est évidemment très important. On échange des dossiers, on échange des budgets, on échange des données personnelles sur nos partenaires. Et on encourage beaucoup les partenaires du Sud à être formés en question de cybersécurité. Et la lacune que je voulais mentionner, c'est le lien avec la question actuelle, c'est que souvent les organisations du Nord sont les moins bien équipées. On fait tout ce qu'on peut pour que nos partenaires au Sud soient capables d'encrypter des messages, par exemple, mais je pense qu'on peut compter sur cette main-là, les groupes au Nord qui savent faire la même chose. Je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, Michel. Et en fait, comme vous avez dit, ça nous amène à une autre question. Je vais commencer avec Karine cette fois-ci, mais on a parlé des lacunes. Mais maintenant, quels sont les obstacles que vous prévoyez rencontrer dans l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la solidarité internationale? Surtout, on a parlé beaucoup de AI, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça apparaît dans le travail que vous faites? Ah ben, c'est principalement là-dessus que je travaille, notamment au niveau des barrières. Je dirais que mes deux collègues en ont parlé, c'est-à-dire à la fois technique et technologique, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux notamment de fracture numérique, de littératie numérique, d'équipements qui soient adéquats, d'Internet qui soit suffisamment stable. Ça, c'est la première des entrées. Aussi au niveau de ce qu'on voit au niveau de l'IA et des outils du numérique, c'est que ce sont, autrement dit, les rapports de pouvoir dont on ne parle pas entre l'industrie d'un bord qui souvent vient du nord global et avec des outils qui peuvent être déployés notamment dans le sud global, puis je caricature un peu, font qu'il y a des enjeux de biais, il y a des enjeux de données qui ne sont pas représentatifs, il y a des modèles de déploiement d'outils qui ne correspondent pas du tout au contexte local. Donc ça, c'est une des barrières qui est énormément importante. Je reviens encore sur la question des rapports de pouvoir. Souvent, on n'en parle pas entre le fait que ces outils-là sont majoritairement conçus et déployés par des géants de l'industrie, donc des groupes qui sont extrêmement riches, puissants et on le voit notamment au Canada avec ce qui se passe avec Meta notamment et avec le partage des nouvelles, mais ça je dirais que c'est à la rigueur un problème de riches. Il y a des problèmes carrément d'accès à Internet et d'accès à l'information et donc de documentation de droits humains. Je fais un lien avec ce que Nelson disait. Et donc, ces enjeux-là de pouvoir-là sont définitivement une barrière parce que c'est un pouvoir qui est très inégal. Un autre élément qui est une barrière qui, et comme sociologue, me préoccupe, c'est que, bon, déjà, les rapports de pouvoir, on n'en parle pas, on commence un petit peu à en parler entre la toute-puissance de l'industrie et puis les utilisateurs ou des groupes qui doivent utiliser cette technologie-là et qui sont très, très minoritaires. Mais le fait aussi que
il y a une sorte de fragmentation sociale qui est en train de se produire parce que du fait notamment d'enjeux systémiques qui sont dans les données, qui sont pourquoi est-ce que les outils d'IA sont déployés, où est-ce qu'ils sont déployés et comment sont déployés, il y a une sorte de fracturation sociale et qui, à long terme, pourra avoir une incidence sur la solidarité sociale. Parce que ce qu'on voit dans les outils d'IA, et je suis pas du tout la seule à le dire, et il y a énormément, souvent de femmes chercheurs en plus qui ont fait ces études-là, qui ont montré que il y a la marginalisation, les groupes marginalisés sont encore plus poussés, sont encore plus marginalisés. Donc il y a une marginalisation de la marginalisation. Et ça, c'est un problème, autant au niveau interne des pays, mais au niveau de la solidarité internationale, parce que on ne prend plus en compte ces groupes de personnes, ces groupes de population qui sont carrément vraiment complètement sortis du système et qui deviennent, si vous voulez, un peu invisibles. Et ça, c'est vraiment un problème. Un autre des barrières qui vient là du travail que j'ai le grand honneur de faire en collaboration avec les peuples autochtones, c'est la, comment dire, la mise en œuvre d'une épistémologie qui est en train de s'imposer. Et notamment toutes les épistémologies qui étaient on va dire, issu d'un contexte colonial qui essayait de renverser un peu un narratif qui était imposé, qui arrivait plus ou moins de s'imposer. Ce qu'on anticipe, c'est que ces épistémologies, du fait des modèles qui sont développés, principalement dans le Nord global, risquent d'invisibiliser vraiment beaucoup des épistémologies qui étaient émergentes. Et on parle d'une recolonisation par le numérique. Donc ça, c'est vraiment donc recolonisation au niveau culturel, mais au niveau politique, au niveau social. Et ce sont des barrières qui sont très importantes. Merci. Merci beaucoup, Karine. Je pense qu'on a perdu Nelson pour l'instant. Je crois qu'il va rejoindre après. Donc, Michel, est-ce que vous avez des commentaires à propos des barrières ou des problèmes à propos de l'implémentation de ces technologies? Ah, désolé, Michel, on ne vous entend pas et Nelson est revenu. Alors, je disais, pour faire du pouce un peu sur ce que Karine vient de mentionner, un des enjeux importants de l'Internet globalement parlant, c'est la question de la langue. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On regarde un site web. Bon, évidemment, tous les caractères sont en ASCII, c'est-à-dire des caractères nord-américains, en fait, occidentaux. Même pour nous, en français, c'est agaçant parce que si vous voulez mettre un accent aigu dans une adresse email ou un URL, évidemment, ça crée un problème. Et toutes les études statistiques démontrent que le prochain million, ou je ne sais pas c'est quoi le chiffre, de personnes qui vont se connecter à l'Internet sont des gens qui vont venir de l'Asie, sont des gens qui utilisent d'autres langues que ce système-là. L'ICANN, l'institut, l'organisation qui gère les noms de domaine, a proposé un truc qui s'appelle le Universal Acceptance, un espèce de système qui permettrait d'utiliser toutes sortes d'autres langues mais maintenant, ça doit être un petit peu sur la base volontaire de tous les fournisseurs. Ça évolue à une vitesse quand même qui ne semble pas répondre à la nécessité de le faire. Donc ça, c'est un obstacle assez important. Il faut qu'on trouve une façon que les outils qui sont déployés, puis l'Internet lui-même, donc soient utilisables dans les langues des gens. Et puis, même chez nous, on parle d'Autochtones, les langues autochtones sont presque pas présentes actuellement dans l'Internet. Et puis, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais ça avance à pas de tortue. Autre affaire, je parlais un peu plus tôt, j'ai vendu mon punch sur les groupes du Nord qui sont mal formés. C'est aussi une lacune, un obstacle important. Je pense qu'il y a très peu d'organisations de solidarité internationale qui ont des politiques claires en termes de sécurité numérique. J'en connais pas, mais je serais heureux que quelqu'un me dise, chez nous, on en a une. Quand j'étais président de la COSI, je me rappelle souvent d'avoir mentionné cette question-là, puis c'est quelque chose que j'ai pas réussi malheureusement à déployer. Donc, ne pas avoir de politique, ça veut dire évidemment qu'on va commettre des erreurs, qu'on va prendre des risques avec les données des partenaires. Et en plus, il y a un roulement de personnel important chez nous et au sud encore plus. Donc, on s'expose un peu toujours comme ça au grand vent en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Mais ça me semble pas une meilleure approche, pour le dire gentiment. Merci beaucoup, Michel.
Peut-être je vais commencer avec Michel cette fois-ci. Bon, c'est certain que étant d'abord actif sur des enjeux de sécurité en ligne, évidemment, ma première réponse, c'est toujours que les gens doivent faire des efforts individuels et comme organisation pour s'assurer qu'à ce niveau-là, on se couvre minimalement. Ça me semble assez fondamental. La deuxième chose, on en a parlé plus tôt, je pense que le transfert de technologie doit pas seulement être dans un sens où on apprend des gens à faire des choses, mais surtout on les prend à prendre en charge des choses qu'on construit avec eux. Nous, on met en place plusieurs écoles en sécurité numérique dans les pays où on travaille. On en a déjà 4 ou 5 au moment où on se parle. Et c'est des écoles qui visent d'abord à être indépendantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait bien notre travail, ben, ces gens-là n'ont pas besoin de nous pour continuer, d'une part. Et c'est la même chose pour les outils qu'on met en place dans les différents pays où on va. On cherche toujours à ce qu'il y ait une capacité locale de maintien, de soutien avec les autres organisations, de façon à ce qu'on ne soit pas nous-mêmes aux prises avec cette espèce de mode-là là, où il faut aller faire des formations. Une journée, je suis là-bas, l'autre journée, je suis là-bas. Et il n'y a pas il y a pas de continuité, il y a pas d'ancrage dans les différents pays où on passe. Et on fait de l'argent comme consultant, mais en bout de piste, je pense qu'on a zéro impact. Donc, voilà, nous, on vise vraiment beaucoup la question de la prise en charge locale. Ça doit être au début et tout le long de la mise en place de n'importe quel programme. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Karine, est-ce que vous avez des commentaires à propos de ça aussi? Oui, bien sûr. Non, je trouve ça très intéressant et les conseils que je dirais pour les personnes, c'est d'être la technologie, particulièrement l'IA, est souvent présentée et ça l'est comme quelque chose de très complexe, très pointu, avec une expertise qui a besoin d'être approfondie. Mais je pense que il est important dans le contexte actuel et le contexte actuel étant où il y a un déploiement assez généralisé des outils d'IA dans la société, ce qu'on ne voyait pas, il y avait par exemple, on va dire 15 ans. Donc, ça impacte tout le monde dans une vie quotidienne. On a tous des objets qui utilisent l'IA, qu'on utilise vraiment sur une base quotidienne. Donc, c'est d'avoir gardé en tête que, premièrement, on est expert de son propre vécu et de sa propre réalité. On sait le mieux, peu importe ce qu'on fait dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées en IA. Et je suis désolée, Sydney, parce que c'est une critique aussi à la Silicon Valley, mais où il y a des décisions qui sont prises au nom des personnes chez qui les outils vont être déployés. Donc, il y a un appel vraiment à consulter les personnes qui seront affectées par ces outils. Donc, pour nous, c'est d'être, quand je dis nous, c'est d'être les citoyens, c'est de dire, OK, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, il y a une décision qui a été prise par un service d'aide qui était visiblement, la décision a été avec un outil d'IA qui l'a aidé. Il me semble que la décision est pas correcte. Et donc, c'est d'être critique et de garder en tête que on n'a pas besoin d'être un expert en IA pour comprendre les impacts qu'il peut y avoir sur nous, sur notre vie quotidienne de ces IA-là. Ça, c'est la première des choses. Et je dirais que je suis en train de développer quelque chose qui s'appellerait du genre Reclaim Your Voice ou Speak Up, qui est de dire aux gens de poser des questions à leurs élus en disant, ben voilà, il y a tel outil qui a été utilisé, qu'est-ce que c'est cet outil-là? Et je pense que dans ce sens-là, la société civile a un rôle à jouer en termes d'éducation et on n'a pas beaucoup parlé d'intersectionnalité, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de remettre un peu en avant la texture des profils des personnes. Une personne n'est ni à la fois une femme, ni seulement une mère, ni seulement une conjointe, ni une sœur. C'est à la fois tout en même temps et ces différents profils-là vont interagir différemment et il va y avoir malheureusement des discriminations qui vont être différentes. Donc ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose, c'est l'intersectionnalité entre les droits humains et les droits numériques. Et on manque de formation. Et peut-être un des éléments que pourraient faire notamment les décideurs ou les gens qui sont dans des organisations, c'est de former les personnes sur ces interactions-là entre les droits du numérique, parce qu'on va souvent parler des droits du numérique, mais par exemple,
les droits du numérique et les droits à l'éducation sont excessivement connectés. Si on se rappelle durant la pandémie, et je pense que Nelson l'a dit, pas d'internet, pas de cours. C'est aussi simple que ça. Et donc, apprendre à reconnaître un peu ces interactions. Ce ne sont pas des silos qui sont complètement imperméables. Les droits humains sont vraiment, les droits du numérique sont des droits humains. Et ça, je pense que comme société, il faut qu'on apprenne à les reconnaître, à les connecter et à être capable de dire, ben, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'aimerais savoir. Et donc poser des questions. Actuellement, on pose très peu de questions en ce qui concerne les outils d'IA et je pense que c'est un problème parce que dans toute société, il doit y avoir des discussions sur des outils qu'on déploie ou des outils qui impactent autant la vie au quotidien des personnes. Merci beaucoup, Karine. Super intéressant.
Je pense que je vais commencer avec Karine cette fois-ci. Ok, merci beaucoup. Non, j'avais vu la question, elle est très intéressante parce que quand je parlais justement du fait que l'IA est souvent présentée comme étant quelque chose de très technique et on va même dire, j'ai lu beaucoup de choses où ils disaient, mais on parle d'intelligence artificielle, mais en fait, elle est profondément humaine et sociale et parce que en fait, ce sont des êtres humains qui la mettent en avant et ce sont des êtres humains qui font, notamment parler de ces travailleurs souvent dans le sud global, qui labellisent les données, qui les trient, qui font de la modération de contenu. Donc, il n'y a rien du tout ni de magique, ni d'artificiel là-dedans. C'est profondément humain. Et en plus, ce sont des travailleurs qui sont dans des conditions qui sont extrêmement précaires, donc qui ont des conditions de travail. On pense notamment aux travailleurs d'Amazon et d'autres. Il y avait un article qui est sorti très récemment. Je vais juste réduire mon débit de parole parce que je pense que je parlais très vite qui justement avaient des troubles psychologiques du fait de la modération de contenu qu'ils faisaient sur TikTok. Et ça, pour moi, c'est un impact sociétal et qui fait que c'est une technologie qui est sociétale par définition et qui ne peut jamais être déconnectée du contexte humain. Et en termes d'éthique, je pense que on a dépassé le stade des discussions sur l'éthique, excusez-moi, et on en est rendu à voir au niveau sociétal. Encore là, considérant le fait que c'est une technologie qui est très largement utilisée, qui impacte toutes les couches de la société, qui impacte des prises de décision sur les personnes, on est rendu à avoir une discussion qui serait plus de l'ordre de cadres régulatoires avec des incidences contraignantes, un cadre régulatoire qui soit contraignant et pas juste de l'éthique. Il y a eu énormément ces dernières années de discussions qui ont été faites sur l'éthique et je pense que c'est important notamment qu'au niveau des développeurs, il y ait, puis ça se fait, hein, des cadres éthiques pour les aider, mais je crois que c'est aussi une manière de protéger les développeurs, d'avoir des lois qui statuent très clairement ce qu'on peut faire. Parce que un des éléments dont on a peu parlé aussi, qui sont liés notamment aux droits humains, c'est la cybersurveillance et la surveillance de masse qui est en train de se passer. Il y a effectivement énormément d'informations qui circulent. On est capable justement avec l'IA, avec le big data, de relayer plusieurs types d'informations et ça c'est un fléau notamment. Et quand on voit que actuellement il y a une crise migratoire, ces personnes-là qui justement sont non seulement dans un statut précaire, mais qui sont entre plusieurs types de législation parce que ce sont des personnes qui sont en mouvement, déjà c'est les premiers impactés par de la cybersurveillance. Plus dans les oppositions, on a une montée des régimes totalitaires qui surveillent de plus en plus les opposants et la définition d'opposants est de plus en plus large. Notamment quand on va sur les réseaux sociaux. Donc cet aspect-là fait que, si vous voulez, ça, on doit passer à une autre étape que la discussion éthique et vraiment réfléchir sur des cadres réglementaires. C'est en train de se faire en Europe, ça se fait au Canada. Je ne parierai pas 25 cents sur l'efficacité de la loi, mais ça, ce n'est que ma perception, ce n'est que mon avis. Ça se fait aussi aux États-Unis, ça se fait pas partout, mais il va effectivement falloir arriver à quelque chose de plus contraignant. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai entendu Jeff Hinton parler un petit peu de l'IA il y a quelques mois et je pense que lui aussi il a parlé un petit peu que c'est un petit peu trop tard pour parler des éthiques, puis c'est vraiment à des gouvernements de commencer à prendre ça au sérieux. Et surtout au Canada, puisque c'est nous qui a commencé l'intelligence artificielle, on devrait faire ça en fait plus vite que les autres pays, de mon avis. Mais en tout cas, je vais passer la parole à Michel. Moi, je trouve ça, c'est un débat extrêmement intéressant, la question de l'intelligence artificielle et de son développement. Je suis, par contre, un peu cynique par rapport à ça. Pour le dire gentiment, je participais hier à une discussion là-dessus dans le cadre du Forum de la gouvernance d'Internet Canada qui se tenait à Montréal, dans laquelle d'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'organisations qui ne sont pas des organisations strictement technologiques. Et ça, je fais le lien avec l'autre discussion qu'on avait juste avant. Il faut que les gens qui sont pas nécessairement des technologues s'intéressent à la technologie parce qu'elle est partout. Et ça reste un enjeu donc,
du mouvement social québécois ou canadien là, de vraiment s'ouvrir sur ces technologies-là. Je ferme la parenthèse. On avait la discussion sur l'éventuelle adoption d'un code d'éthique ou de réglementation. C'est drôle parce que les préoccupations, en fait, ceux qui nous en parlent de l'importance de faire ça, c'est des gens qui sont dans le milieu, c'est des gens qui sont eux-mêmes en train de développer l'intelligence artificielle. Et pour moi, ça sonne un peu, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on nous demande de faire ça pour leur donner patte blanche. J'ai l'impression que quand on a cette discussion-là, on fait du marketing de l'IA sans nécessairement se poser les vraies questions. J'ai assez peu confiance, malheureusement, en nos gouvernements pour créer quelque chose qui soit pertinent. Je relisais encore récemment les politiques numériques canadiennes et puis la seule chose dont on nous parle systématiquement, c'est les opportunités économiques. Évidemment, l'IA, ça vient avec un potentiel supposément extraordinaire à ce niveau-là. Et on continue de vivre dans un monde capitaliste. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'ils vont finalement trouver une façon de réglementer l'intelligence artificielle pour prendre en considération le bien commun, prendre en considération que monsieur et madame tel vont perdre leur travail avec ça, prendre en considération tous les enjeux dont on a mentionnés. J'ai, c'est ça, j'ai assez peu d'espoir sur le développement d'un réel cadre, même contraignant, qui viendrait faire que les conséquences potentielles de l'intelligence artificielle soient mitiguées. Je, J'aimerais être plus positif, mais vraiment, j'attends, et j'ai posé la question hier à des développeurs, j'attends qu'on me démontre que c'est possible. Oui, et il y a toujours l'argument, surtout des compagnies, que si on a trop de règlements à propos de ça, qu'on va manquer l'innovation et manquer ces problèmes-là. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs aspects de ces problèmes-là et il y a surtout des voix qui sont plus fortes que des autres dans ces conversations. Donc, merci beaucoup.
Donc, on a une question de Julie. En matière d'IA et de numérique en général, nos gouvernements valorisent beaucoup l'innovation pour l'innovation. Comme le mentionnait Michel, l'innovation pour son potentiel économique. Y a-t-il des actions citoyennes à mener pour encourager l'innovation numérique pour son utilité sociale? Je pense que Karine et Michel, vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc j'aimerais beaucoup si vous pouvez avoir des commentaires sur la question à Julie. Je vais commencer avec Karine. Merci. C'est une question super intéressante. J'étais aussi en train d'écouter ce que Nelson disait par rapport à... Je vais essayer d'enrober le tout, de faire un lien entre les deux, mais comme sociologue, je ne comprends pas comment l'innovation pour l'innovation peut passer. Il n'y a aucune société qui a accepté qu'il y ait une innovation pour l'innovation. Et l'exemple que je donne souvent, c'est notamment les recherches médicales sur le clonage. À un moment donné, il y a eu suffisamment d'avancées et il y a eu un besoin sociétal mondial de dire non, il y a des choses qu'on ne fera pas. Et je pense que on doit absolument combattre ce narratif de l'innovation pour l'innovation et le fait que des lois vont empêcher l'innovation. Je pense pas que avec le contexte actuel, étant donné les rapports de pouvoir qu'il y a, les pressions qu'il y a, on ait déjà des lois qui réfrènent tant que ça l'innovation. Par contre, il va falloir que ça la réfrègne un peu parce que pour l'instant, il y a absolument rien et il y a énormément de choses qui sont en train de se déployer dont on ne sait pas, il n'y a pas de transparence. Donc, comment le faire? Je dirais, quand je disais que je travaillais sur un programme qui s'appelle Speak Up, mais en fait, c'est de demander, de poser des questions et de se dire, OK, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais aller poser les questions, soit à mon député, se tenir au courant de ce qui se passe et comme citoyen, de dire quelle est l'utilité de est-ce que ça va amener quelque chose? On a par exemple l'auditeur général qui régulièrement explique ce qui a été acheté et comment est-ce que l'efficacité, tout ça, c'est une des choses de le suivre et je dirais de faire son travail de citoyen, d'aller voir les députés, d'interpeller les élus sur qu'est-ce qui a été fait. On manque de transparence, on sait notamment, et je reviens, c'est un vieux dossier au Canada, mais quand je parlais de cybersurveillance, qu'est-ce qu'utilise la GRC en matière de cybersurveillance? Il y a des choses qui se disent qu'on apprend par la bande, et ça, ce n'est pas normal dans une société qui est basée sur le respect des droits et sur des principes démocratiques. Donc, pour qu'il y ait une accessibilité sociale, il faut pousser. Je pense très sincèrement, et encore comme sociologue, que la société civile a un rôle à jouer, que des séances d'information comme celle-là ont des rôles à jouer pour que les gens comprennent quels sont les potentiels positifs, notamment de ces technologies émergentes, quels sont les impacts, mais aussi quels sont les impacts négatifs. Et ce n'est pas en passant sous silence les impacts négatifs que comme société, on progressera. Donc, en fait, il faut avoir des conversations, il faut demander des comptes, comme ça c'est fait sur les enjeux de fracture pétrolière, par exemple, ou je dirais, cette même mobilisation des citoyens, de la société civile et des élus pour obtenir des réponses. Pour moi, ça serait la première des choses et certainement aussi un besoin d'éducation. Encore là, j'en parlais. Qu'est-ce que ce sont les droits du numérique? Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle de comprendre? Et quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur les droits humains, sur les droits fondamentaux, sur les libertés civiles? Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas si vous avez été au courant, mais il y a une recherche qui vient d'être menée sur l'effet que les voitures qui sont connectées, ce sont ils collectent de l'information privée, confidentielle, absolument de manière éhontée, sans pour autant que ça soit spécifiquement intégré par les personnes qui achètent ces voitures-là. Les robots aspirateurs, les iRobots ont aussi des problèmes de confidentialité, de vie privée parce qu'ils utilisent des caméras. Les Tesla, les voitures autonomes. Donc, il y a vraiment besoin que les citoyens apprennent. C'est une nouvelle technologie, il faut la comprendre, tout comme tout le monde apprend maintenant à conduire une voiture, on apprend le code de la route, on apprend à changer un pneu, etc. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation et surtout d'être critique encore là par rapport à ces technologies-là et de poser des questions. Oui, bien sûr. Michel, est-ce que vous avez des commentaires?
Oui, en fait, il y a plusieurs endroits déjà qui existent pour tenter de comprendre les enjeux puis essayer de faire valoir des positions intéressantes là-dedans. Je parlais il y a quelques minutes du Forum de la gouvernance d'Internet qui s'est tenu, canadien qui s'est tenu à Montréal hier. La journée d'avant, c'était le Forum de la gouvernance d'Internet québécois. La semaine prochaine, au Japon, c'est le Forum de la gouvernance globale. C'est un processus qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a permis quand même de mobiliser un paquet de gens sur un paquet d'enjeux, même s'il demeure imparfait. Et surtout, une de ses principales imperfections, c'est le fait que, pour toutes sortes de mauvaises raisons, la société civile tend à penser que les questions digitales sont réservées aux experts du digital, ce qui fait qu'on se ramasse souvent dans des débats où on dit on aurait besoin de savoir qu'est-ce que les gens qui travaillent sur les droits des femmes pensent de cette affaire-là ou qu'est-ce que les gens qui travaillent sur tel autre enjeu pensent de ça, mais ils sont pas là. Ils sont rarement autour de la table. Bon, évidemment, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, mais le numérique étant tellement partout, il faut vraiment investir ces lieux-là. Et il faut aussi les faire évoluer. Quand le Forum de la gouvernance d'Internet a été inventé en 2005 à Tunis, on ne parlait pas de crise climatique. Euh, C'était peut-être là, sûrement, mais on s'était pas, évidemment, ça n'avait pas l'importance que c'est là aujourd'hui. Et on ne peut plus maintenant parler de développement de l'Internet ou de développement des outils numériques sans parler des conséquences que ces outils-là ont sur la crise climatique. Si on fait ça, on est dans le champ, on dit n'importe quoi. Euh, L'intelligence artificielle générative va créer à elle seule des demandes d'énergie et des conséquences importantes, beaucoup plus importantes que ce que le seul Internet avait en lui-même il y a quelques mois seulement. Donc, on doit vraiment prendre en considération ces enjeux-là. Donc, il faut investir ces lieux-là et il faut les faire évoluer pour être capable d'amener ces enjeux-là. Puis un paquet d'autres enjeux que je pourrais nommer, là, qui n'étaient pas là il y a 20 ans, mais que maintenant, on doit vraiment considérer. Parce que même si je suis en technologie, personnellement, je pense que la survie de l'humanité, ça va être dans une espèce de simplicité digitale volontaire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà écrit un livre là-dessus, mais je pense qu'on devra bientôt considérer quelque chose dans ce genre-là. J'aimerais conclure parce que la question préalable, ça partait des organisations de solidarité internationale. Je dois juste revenir à ça, juste un moment. Pour travailler encore avec un paquet d'organisations de solidarité internationale qui nous demandent d'avoir une lecture numérique sur leurs projets puis essayer d'influencer les choses. Je dirais que globalement parlant, il y a un intérêt pour ces choses-là dans les organisations de la solidarité internationale, mais il n'y a pas encore la compréhension que c'est transversal. On regarde à ça un peu comme il y a malheureusement pas si longtemps, on ajoutait une petite enquête environnementale pour dire que notre projet n'allait pas avoir de conséquences environnementales dans le pays X. Un peu de cette façon-là, c'est en parallèle, c'est l'annexe 22 dans mon proposal. Puis, ben, on va le faire comme ça, puis si vous voulez nous aider. Bon, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui doit être faite au niveau des groupes qui veulent faire de la solidarité internationale, que les enjeux digitaux, ben, ils sont au centre maintenant. C'est pas quelque chose c'est pas l'annexe G, là. Vraiment, il faut réfléchir à ça dès le début. Il faut réfléchir à comment on va mettre en place, comment on va protéger, comment on va donner l'accès, comment on va donner du ownership aux groupes locaux. Donc, il y a beaucoup cette partie-là qui est encore manquante, je pense, chez beaucoup d'organisations qui souhaitent mettre de la coopération digitale dans leurs projets, mais sans trop savoir comment s'y prendre. Et je conclurai en disant que le gouvernement canadien, Affaires mondiales Canada, n'a toujours pas de financement pour la coopération numérique. C'est hallucinant. Je veux dire, le reste de l'humanité qui font de la coopération internationale ont des fonds dédiés pour ça. Et chez nous, je ne sais pas si on attend que le train soit passé, mais vraiment, on n'est pas là. On est vraiment très loin. Ça fait plusieurs années qu'à Affaires mondiales Canada, on me promet ça, puis je ne sais pas ce qui se passe, mais ça avance. Ouais, ben merci beaucoup pour ces commentaires-là. Je pense que c'est super intéressant et je dirais que pour la question à propos de qu'est-ce qu'on peut apprendre de notre secteur de la solidarité internationale, c'est qu'on pense à les enjeux d'une manière plus universelle, donc de comprendre quels sont les différents aspects qui vont influencer des problèmes qui se passent partout dans le monde. Donc, être capable de
pensez pas juste à les technologies ou data numérique, des choses de même, mais aussi de penser à des personnes. Comment est-ce qu'eux, ils vont vraiment avoir des expériences avec ces technologies? Comment est-ce que ces impacts vont être sur leur famille, sur leur travail, sur le climat? Je pense que c'est super intéressant et malheureusement, comme tout le monde a dit, c'est un petit peu tard de penser à ça maintenant, mais c'est pas qu'on peut pas faire du changement. C'est sûr qu'avec des personnes dans la salle qui connaissent que on doit penser à toutes ces expériences-là. Je pense que ça pourrait changer, au moins au niveau à l'échelle locale, l'implémentation, la mise en œuvre de ces technologies. Donc, merci beaucoup. Un petit peu plus tôt dans le chat, j'ai mis un lien vers le site web de notre organisation, si les gens peuvent jeter un coup d'œil. Je vais mettre un ou deux autres liens, juste comme ça. Je pense que ça peut être intéressant, notamment ce lien ici vers DFLEC. DFLEC, c'est une infrastructure de protection de sites web contre les attaques DDoS. C'est vraiment notre fer de lance. Ça fait 10 ans cette année que DFLEC en fait, protège des sites web. On protège des sites web, peut-être un millier de sites web dans 80 pays au moment où on se parle. Et ce sont pour l'essentiel des groupes que dès qu'ils disent bonjour, quelqu'un les attaque parce que c'est des minorités sexuelles, c'est des minorités politiques, c'est des gens qui sont pas d'accord avec la politique du gouvernement sur tel ou tel enjeu. Donc, ça nous fait plaisir de les protéger et on offre le service payant aux organisations qui ont de l'argent et gratuit aux organisations qui ont besoin du service et qui n'ont pas nécessairement de moyens. Et la deuxième chose que je vais montrer, je pourrais vous montrer beaucoup d'affaires parce qu'on a vraiment beaucoup d'affaires, mais la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est une conférence qu'on organise à Montréal les 7 et 8 décembre prochains. Euh, Nous, on est particulièrement actifs sur les questions de fracturation d'Internet. On voit de plus en plus des gouvernements qui décident de couper l'Internet parce qu'il y a une petite révolution dans leur pays ou parce que l'ancien gouvernement, ben, on ne veut pas vraiment entendre ce qu'il y avait à dire. Donc, il y a des limitations qui se mettent en place et il y a des pays même qui menacent de mettre des barrières complètes. Là, bon, la Russie est sur le point de le faire avec le lancement de son RUNET. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de permettre aux populations qui sont derrière ces barrières-là de quand même avoir accès à l'Internet, de quand même communiquer avec nous. Donc, on organise les 7 et 8 décembre à Montréal une conférence qui s'appelle SplinterCon. Je m'excuse pour l'anglais, mais on n'a pas trouvé une version française de ça. Et essentiellement, ce qu'on veut faire dans cette conférence-là, c'est inviter les technologues, les gens qui font de la technologie, qui savent comment passer au travers de telle ou telle barrière. On veut vraiment que ce moment-là permette de regrouper, reconnaître toutes les technologies qui sont possibles d'utiliser. Présentement, par exemple, on est devant, en Ukraine, un problème sérieux. Il y a une partie des territoires nouvellement conquis par la Russie ou temporairement occupés par la Russie, dont le canal, le flux Internet passe maintenant par Moscou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les gens qui sont là-bas, ukrainiens, mais dans ces territoires-là, sont maintenant soumis à la censure de Moscou sur le contenu auquel ils ont droit. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver des moyens pour être certain que ces gens-là aient quand même accès à ce que le reste de la communauté internationale essaie de leur dire, essaie de faire avec eux. Et donc, voilà, j'invite les gens à joindre cette conférence-là. Et si vous connaissez aussi des gens qui sont dans ce genre de travail-là, évidemment, nous, ça nous intéresse de les connaître et voilà, de travailler avec eux.
written. Thank you so much, Nelson. Karine, je pense que vous avez aussi envoyé quelques liens dans le chat pour tout le monde. Oui, j'ai envoyé le lien du centre avec lequel je travaille, qui est l'OBVIA, Centre international des impacts sociétaux et du numérique. C'est un centre de recherche qui est composé de chercheurs principalement en sciences sociales qui réfléchissent sur les impacts de l'IA. Sur mes travaux, je vais vous épargner ça. Je suis une universitaire, on écrit des longs articles très ennuyants, fait que c'est bon. Je vous ai mis aussi la page d'Amnesty Tech, parce qu'en fait, je l'ai oublié de mentionner, mais je collabore avec Amnesty Tech sur la question des droits humains. Donc, voilà pour le reste. Et je suis sur Twitter et LinkedIn et je suis très originale parce que c'est Karine Gentelet. Donc, pour tout. Parfait, merci beaucoup. J'ai tellement aimé cette conversation, vraiment. Tout le monde qui a demandé des questions, à nos panélistes qui ont parlé vraiment de tous les enjeux que se passent vraiment maintenant. J'aime ça quand on a des conversations où que tout le monde qui est ici peut vraiment retourner chez eux et commencer maintenant de prendre d'action à propos de ça. Donc, je veux juste dire merci à tout le monde. Big thank you to all our panelists and everyone who attended. This was an incredible and very current conversation. You can really take this home, bring it back, and bring it to your organizations as well. So really appreciate all the panelists and the attendees for their thoughtful questions. I also, of course, want to give a shout out to the interpreters, Danielle and Fanny. I was all over the place with French and English, and I don't always appreciate, as someone who's bilingual, how challenging it is to go back and forth. So I really just want to say a huge thank you to both of you for being phenomenal interpreters and making this conversation more accessible in French and English for everyone who's here. And of course, want to give a big shout out to the ICN crew who brought us all here together. It's always a pleasure to work with all of you. So shout out to Solange, Julianette, Mateo for bringing this conversation together. I'll pass it back over to the ICN crew for their final remarks, but big thank you everyone for being here and to all the panelists. This was an incredible conversation. Thank you, Sydney. On behalf of the ICN, I would like to take this opportunity to thank all of you, the ICN staff, team, council staff across Canada, panelists, participants, and interpreters for your valuable contribution for today's webinar. I will go also by inviting everyone, if you can, to register to ICN newsletter and social media. And also, we recorded the webinar that will be shared with you later. And also, we would like to have the feedback form completed. And now, my colleague will share the poll for today's webinar, if you can stay on for at least 1 minute. Thank you.